pour commencer, eh bien, nous allons créer tout simplement notre premier contenu. Et je vais récupérer pour cela le code HTML de la page d'accueil. Nous allons commencer notre mise en page par la page d'accueil. Donc à la racine de mon dossier de travail, site complet, je copie ce fichier, je le renomme en accueil. Et nous allons travailler directement sur ce fichier. Alors, on remarque que nous avons donc un contenu HTML avec ici un titre de niveau 1 et un paragraphe, ici une liste de liens, différents titres, paragraphes, à nouveau des titres, des listes, etc. Et un élément HTML que nous n'avons pas encore introduit pour l'instant, qui est l'élément bloc quote. Il s'agit d'un élément qui sert à annoncer une citation. Cette citation ici est composée d'un paragraphe. Il s'agit donc d'une citation fictive d'un client de l'entreprise fictive dont nous allons réaliser le site. Et j'ai placé un deuxième paragraphe avec une classe auteur, qui est donc le pseudonyme de notre client fictif. Voilà, on voit que nous avons deux citations sous le titre « Ce qu'en disent nos clients ». Alors, ce qu'on remarque à propos de ce code HTML, c'est qu'il ne constitue pas à lui seul une page HTML valide. Nous allons en effet travailler à nouveau avec l'outil Skeletor pour pouvoir créer notre page HTML valide et complète et y injecter ce contenu. Donc nous travaillons encore une fois en XHTML 1.0 strict et nous allons travailler avec une feuille de style externe, cette fois, que nous allons nommer global. Je vais générer mon code HTML. Je le récupère. Et je vais le placer dans le même fichier, en début de fichier. Je vais pouvoir maintenant placer tout mon contenu à l'intérieur de l'élément body. Placer également un titre. On voit ici que le titre pour la page d'accueil reprend le titre principal que l'on trouve dans le contenu. Et nous avons donc un élément link qui fait un lien vers une feuille de style. Pour l'instant, nous n'allons pas nous occuper du titre de média. Donc nous avons l'attribut rel qui donc annonce que ce link fait un lien vers une feuille de style. Nous avons un attribut type qui indique que cette feuille de style contient le format texte CSS. Et nous avons l'attribut href qui indique la destination de cette feuille de style. Et pour une meilleure organisation, je vous propose de placer cette feuille de style que nous allons créer dans un fichier, dans un dossier style. Nous pouvons reprendre ici notre dossier de travail et créer ce dossier style. Je vais créer un fichier texte simple que je renomme global.css. Donc il s'agit d'un fichier vide pour l'instant. Et nous allons travailler sur ce fichier global.css, donc qui est déjà une feuille de style CSS. Et nous pouvons faire par exemple un test rapide en donnant un style à l'élément body pour avoir du texte en rouge. Je vais maintenant ouvrir dans mon navigateur ma page accueil.html et on voit que ma feuille de style est bien prise en compte, donc je n'ai pas fait d'erreur dans les chemins pour pointer vers mon fichier CSS. On remarque que l'on peut écrire notre feuille de style de la même manière qu'une feuille de style interne. Nous n'avons pas besoin de mettre un en-tête ou une information particulière en début de feuille de style. On peut par contre mettre un commentaire
pour indiquer par exemple quelque chose comme ceci par exemple. Ici, à l'intérieur du commentaire, je place un certain nombre de signes, ici des signes égales. Il s'agit juste d'une simple question de mise en forme pour que mon commentaire ressorte bien. De manière générale, je vous conseille vraiment d'utiliser des commentaires dans vos feuilles de style pour mieux pouvoir vous repérer. Par exemple, ici, je vais mettre un commentaire style globaux de la page. Cette fois, j'utilise des tirets qui, là encore, n'ont aucune importance syntaxique, qui font partie du commentaire. Ils sont tout simplement ignorés, mais ils me permettent de repérer un peu plus facilement mon commentaire. Et puis, plus ponctuellement, quand j'aurai des commentaires moins importants, eh bien, j'utiliserai des commentaires simples comme ceci. Donc, la première chose que l'on peut faire pour notre mise en page, c'est s'occuper de la petite marge que l'on voit autour de l'élément body. J'ai déjà mentionné que ce petit retrait est dû dans certains navigateurs à une propriété margin et dans d'autres à une propriété padding. Donc pour mettre tout le monde d'accord, nous allons annuler les marges et placer un padding de 10 pixels tout autour de notre contenu. Je vais reprendre maintenant mon exemple de site complet finalisé. Donc ici, j'ai mes différentes pages finalisées, celles que nous allons essayer d'obtenir dans cet exercice. Donc voici à quoi ressemble ma page finale. Alors ce qu'on peut dire sur ce design, déjà on travaille sur une largeur de un peu plus de 700 pixels. On retrouve cette même largeur dans les différentes pages, y compris la page où le design change, on garde cette même largeur globale. Ensuite, on voit que notre contenu ici est centré. Si je redimensionne la fenêtre de mon navigateur, il reste au centre, donc il ne s'agit pas d'une marge à gauche, par exemple ici de 150 ou 160 pixels, mais nous avons utilisé une technique pour réaliser ce centrage. Et je vous propose de découvrir cette technique tout de suite. Et donc pour centrer efficacement notre contenu, nous allons créer un conteneur que je vais appeler global. Je lui donne cet identifiant. Nous y plaçons l'intégralité de notre contenu. J'indique ici que je referme mon conteneur global. Et en CSS, je vais pouvoir lui donner une largeur de 750 pixels. Alors dans le cas présent, nous n'avons pas utilisé tout à fait 750 pixels, mais ici 766 pixels. Alors la petite subtilité vient par exemple, si on regarde cette page, nous avons ici un conteneur avec une zone ici en vert clair qui fait exactement 750 pixels, mais nous avons sur les côtés, discrètement, une petite ombre portée. Donc notre conteneur lui-même devra être un peu plus large que ceci. Donc nous avons ici 6 pixels à gauche et une dizaine de pixels à droite, d'où cette largeur totale de 766 pixels. Donc si nous regardons notre page, la largeur se limite bien ici à nos 766 pixels. Nous n'avons toujours pas de centrage et nous allons l'obtenir assez rapidement. Alors pour obtenir le centrage d'un élément, nous allons utiliser les marges automatiques. Je vais faire une petite démonstration. Si je place une marge de gauche à 0 et une marge de droite avec la valeur auto, ici mon rendu ne change pas. Si par contre j'ai une marge à 0 à droite et une marge automatique à gauche, eh bien, mon contenu avec ces 760 pixels de large va venir se placer à droite de ma page. Et pour obtenir un centrage de mon contenu, je vais utiliser une marge automatique des deux côtés. Je vous propose maintenant de styler peut-être rapidement le texte pour nous rapprocher un petit peu
du rendu ici souhaité pour le texte. Et nous allons également utiliser tout de suite une image de fond. Nous reviendrons un peu plus tard sur les images de fond et surtout sur le texte, mais cela nous permettra d'avoir un peu un aperçu plus rapide et plus fidèle de notre design, ce qui nous mettra un peu plus dans l'ambiance pour continuer le reste de notre travail. Alors, commençons peut-être avec le texte. Nous allons utiliser la propriété font family. Nous utilisons ici de l'Arial. Et il peut être utile en CSS d'indiquer non pas une seule fonte, mais en plus une famille générique. Donc ici, je vois que mon éditeur me propose plusieurs mots-clés. Je vais utiliser le mot-clé sans sérif car la fonte Arial est une fonte de type sans sérif. Mais on peut également préciser un certain nombre de fontes complémentaires. Et si la fonte Arial n'est pas installée sur le poste de l'utilisateur, eh bien, le navigateur essaiera d'utiliser la deuxième, puis la troisième. On peut, si on le souhaite, en mettre une dizaine. En général, il n'est pas nécessaire de mettre plus de 2 ou 3 fontes de substitution. Alors, quelle fonte de substitution utiliser pour la fonte Arial? Eh bien, on peut utiliser, par exemple, la fonte Helvetica, qui a un rendu très proche. En effet, Arial est un dérivé d'Helvetica. Et on va trouver des versions d'Helvetica sur plusieurs systèmes, comme par exemple certaines versions de macOS. Nous nous occupons maintenant également de la taille du texte. Nous avons une taille du texte par défaut dans la plupart des navigateurs qui est à 16 pixels, ce qui est assez volumineux. Nous allons la réduire. Et plutôt que de mettre une taille en pixels, nous pourrions écrire par exemple font size 12 pixels. Ce n'est pas recommandé pour des questions d'accessibilité. En effet, certains navigateurs ne permettent pas de redimensionner le texte lorsqu'il est précisé en pixels. Nous allons plutôt utiliser une valeur ici en pourcentage et une valeur de 80% devrait correspondre à ce que nous souhaitons. Je vous propose maintenant de placer notre image de fond. Nous allons la placer sur l'élément body. En effet, l'élément global a une largeur limitée. Si nous plaçons une image de fond sur global, eh bien nous aurons du blanc de chaque côté. Le seul élément ici qui prend l'ensemble de la page, c'est l'élément body. Alors, nous allons indiquer une image. Pour l'instant, cette image est dans nos images de source. Il s'agit de fondpage.png, donc c'est un motif qui peut être répété en hauteur et en largeur. Je vais la copier. Et dans mon dossier style, je vais créer un dossier image, img, et y placer cette image de fond. Et à partir de ma feuille de style, je vais aller chercher cette image dans le dossier image. Alors on constate que le chemin que j'indique ici avec le mot-clé URL, des parenthèses directement, et donc le chemin vers mon image, eh bien ce chemin part du fichier global.css, donc part de ma feuille de style, et il ne part pas de ma page HTML. Si ce chemin partait de ma page HTML, j'aurais dû indiquer par exemple le dossier style, puis le dossier image. Ici, global.css est déjà dans le dossier style, donc j'indique uniquement le dossier image. On peut noter aussi que si j'avais placé mon dossier image en dehors de mon dossier de style, j'aurais pu remonter dans l'arborescence avec 2 points, comme ceci. Ici, je remonte d'un niveau. Ici, je peux remonter de 2 niveaux. Pour vous faciliter la vie, en général, je vous conseille de toujours créer un petit dossier image dans le dossier où se trouveront vos feuilles de style si vous en utilisez plusieurs, et y placer toutes les images dont vous allez vous servir comme image de fond ou parfois comme pictogramme ou vignette sur le site. Donc voici donc notre image de fond, et pour faire bonne mesure, nous allons passer notre texte en blanc. Alors pourquoi avoir précisé une couleur de fond noire? Eh bien tout simplement parce que si jamais mon image ne se charge pas ou met trop de temps à se charger, ou si je me
trompe dans le chemin d'accès à mon image, donc l'image ne sera pas chargée, eh bien j'aurai à la place ma couleur de fond et mon texte en blanc sur fond noir sera lisible, tandis qu'en blanc sur fond blanc par défaut, il aurait été totalement illisible. Alors ici j'ai utilisé du noir pour plus de rapidité. On pourra prendre avec un éditeur d'image tel que Photoshop ou The GIMP par exemple, l'outil pipette et aller choisir une couleur de fond ici, par exemple cette couleur à peu près moyenne, et utiliser la valeur hexadécimale comme valeur de couleur ici. Donc nous avons la propriété background avec une valeur de couleur et une valeur d'image. J'aurais pu également préciser la valeur repeat qui indique qu'il faut répéter l'image. Je peux ici utiliser à la place no repeat et je vois que mon image ne se répète pas. Ou encore utiliser des valeurs telles que repeat y. Mon image se répète sur l'axe y uniquement. Et la même chose avec repeat x. Je vais rétablir mon repeat, qui est la valeur par défaut. Et voilà où nous sommes. Alors maintenant, nous allons peut-être nous attaquer à notre en-tête, et je vous propose de le faire dans la prochaine leçon.